Au plus profond des Pyrénées, un vieil homme de 65 ans coupait du bois. Après avoir aidé par hasard une ours qui mettait bas, une série d'événements incroyables et mystérieux commença à se produire dans sa vie. Je m'appelle Jean-Pierre. J'ai 65 ans cette année. Les gens du village ont commencé à m'appeler le père Jean-Pierre, ou le vieux Jean-Pierre, mais je sens encore en moi une vigueur que beaucoup ont perdue. Voilà bien 20 ans que je vis seul sur ce versant des Pyrénées, depuis que ma femme a quitté ce monde. Nous n'avions pas d'enfants. Mon épouse est partie au ciel en donnant naissance à notre premier-né, qui l'a accompagné. Depuis ce jour, je vis en compagnie de mon ombre dans cette vieille grand Jean-Pierre. À mon âge, la plupart des hommes sourient aux facéties de leurs petits-enfants. Pour moi, mon plus grand plaisir est de jeter ma vieille sur l'épaule, de monter dans la montagne pour ramasser des branches mortes ou, avec un peu de chance, de déterrer quelques racines de gentiane ou des cèpes. Cette montagne est mon amie et mon unique gagne-pain. Je la connais comme ma poche. Je sais dans quel torrent le poisson abonde, sous quelle chaîne les cèpes poussent le mieux. Ma vie s'écoulait ainsi, tranquillement, comme le brouillard accroché au sommet. Jusqu'à ce jour fatidique, juste avant l'hiver le plus rude de la fin des années 1990. Ma vieille radio à transistor annonçait sans cesse l'arrivée d'une vague de froid sibérien et que des chutes de neige exceptionnelles pourraient survenir dans les massifs comme les Pyrénées. Dans le village en contrebas, personne n'y croyait. Une tempête de neige pareille dans notre sud, ce sont des histoires de Parisiens, disait-il. Mais moi, qui ai passé ma vie dans la montagne, j'ai tout de suite su que la radio disait vrai. Ce matin-là, il n'y avait pas un souffle de vent, l'air était lourd et le silence presque effrayant. C'était le calme avant que la nature ne déchaîne sa fureur. En regardant le sommet, je vis des nuages noirs s'amonceler, comme si quelqu'un avait renversé une bouteille d'encre dans le ciel. Je devais me dépêcher. Je n'avais presque plus de bois pour le poêle. Si la neige tombait vraiment, je serais isolé pendant au moins une semaine. Ce vieux corps pouvait supporter la faim, mais le froid me rongeait les os jusqu'à la moelle. À peine cette pensée m'eut-elle traversé l'esprit que je chargeai mon fagot sur mon dos, pris ma hache ébréchée et m'enfonçai dans la forêt profonde. J'étais confiant. Je pensais pouvoir ramasser quelques brassées de pain sec dans ma clairière habituelle et être de retour avant que le temps ne se gâte. C'était une grave erreur. Le froid semblait me donner de l'énergie. Je remplis mon fagot de branches de pin qui brûlent bien et sentent bon. Au moment précis où je le chargeais sur mes épaules pour rentrer, la neige commença à tomber. D'abord, de petits flocons légers comme des fleurs de pissenlit. Je souris en moi-même. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Mais à peine 10 minutes plus tard, le vent se mit à hurler. C'était un vent glacial, comme des milliers d'aiguilles qui me transperçaient la chair, puis la neige se mit à tomber à verse. Ce n'était plus une chute, c'était un déluge, comme si quelqu'un, dans le ciel, avait éventré un édredon géant. En 30 minutes à peine, toute la montagne devint blanche. Le sentier familier, que j'avais emprunté des milliers de fois, avait disparu sans laisser de traces. Autour de moi, il n'y avait plus que le désespoir blanc et le mugissement du vent. La peur m'envahit. Ce n'était plus du froid. C'était un gel mortel qui s'infiltrait jusqu'à mes os. À chaque pas, je m'enfonçais profondément dans la neige, et le fagot sur mon dos pesait comme une tonne de plomb. J'étais à bout de souffle. Mon haleine gelait instantanément sur ma moustache et mes cheveux. J'étais perdu dans cette montagne que je croyais connaître comme le fond de ma poche. C'en est fini de moi, murmurai-je. J'essayais de continuer, mais je perdais de plus en plus le sens de l'orientation. Poussé par le vent, je tombais plusieurs fois dans la neige. Elle m'arrivait déjà aux genoux. Je savais que si je tombais maintenant, si je m'asseyais ne serait-ce qu'un instant pour me reposer, je ne me relèverais jamais. J'allais mourir de froid ici, seul, comme une bête sauvage. Je ne me souvenais même plus quand j'avais abandonné mon fagot. Je me protégeais le visage avec mes bras et continuais à avancer à l'aveugle. Ma vue se brouillait, je perdais toute sensation dans ma chair. Je ne sentais plus la douleur, c'était le pire des signes. Quand la souffrance du froid disparaît, c'est que la mort est toute proche. Le désespoir. Il n'y avait que ce mot dans ma tête. C'est alors que je pensais à ma femme. Je vais bientôt pouvoir te rejoindre, mais je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre. En titubant, je mis le pied dans le vide et, avec un cri bref, je dévalai une petite pente. Je me heurtai à des rochers. Mon corps entier était endolori.
mais je n'avais pas le temps de m'en soucier. Je roulais comme une bûche avant de m'arrêter brutalement, le dos contre un énorme rocher. Le choc me ramena à la raison. Allongé sur le dos, face au ciel, les flocons continuaient de me fouetter le visage. Je lâchai un juron et tentai de me relever quand, soudain, je vis un trou noir à côté du rocher contre lequel j'avais buté. Une grotte. Je n'en crus pas mes yeux. Au seuil de la mort, trouver un abri. Le ciel n'avait pas encore abandonné ce vieil homme. Je murmurai d'une voix rauque et, sans perdre une seconde, je rassemblai mes dernières forces pour ramper à l'intérieur de cette anfractuosité. L'entrée était assez étroite, je dus me courber pour passer. Mais une fois à l'intérieur, l'espace s'élargit soudainement. C'était une grotte profonde, sombre comme un four. Dehors, le blizzard semblait s'être calmé comme par magie. Seul le sifflement du vent s'infiltrant par les fissures se faisait faiblement entendre. Il faisait encore froid, mais comparé à l'enfer blanc de l'extérieur, c'était le paradis. J'avançai de quelques pas, jusqu'à ne presque plus entendre le vent, et je m'adossai contre la paroi glacée, reprenant mon souffle avec de grandes goulées d'air. Mon haleine formait d'épais nuages de vapeur. Alors que j'étais assis là, sentant un peu de chaleur revenir en moi, je remarquai quelque chose d'étrange. Il y avait une odeur dans la grotte, une odeur âcre, musquée, l'odeur caractéristique d'une bête sauvage. Ce n'était pas l'odeur d'un renard ou d'un blaireau, c'était l'odeur d'une bête très, très grande. Mon cœur s'arrêta. Je venais d'échapper aux griffes de la mort, et j'étais tombé dans la tanière d'un ours. En tremblant, je fouillai la poche de ma veste. Heureusement, ma boîte d'allumettes n'était pas mouillée. Je l'avais enveloppée dans plusieurs couches de plastique. D'une main tremblante, je sortis une allumette et la craquai. Une petite flamme vacillante jaillit. En la levant, la faible lueur n'éclaira que quelques pas devant moi. Mais ce fut suffisant pour me glacer sur place. À une dizaine de pas de moi, une masse énorme était recroquevillée. Et deux lueurs sinistres me fixaient. Deux yeux. L'allumette dans ma main se consuma et s'éteignit avec un petit pchit. L'obscurité m'engloutit de nouveau. Mais l'image de cette odeur fétide et de ces deux yeux perçants était gravée dans mon esprit. Je restai assis, immobile, osant à peine respirer. J'entendais distinctement les battements de mon cœur, qui semblaient vouloir sortir de ma poitrine comme un tambour de guerre. J'étais dans la même grotte qu'une bête féroce. Cette odeur, cette taille, il n'y avait aucun doute. C'était un ours, le seigneur des montagnes des Pyrénées. Pour être honnête, j'étais terrifié. J'avais vécu toute ma vie dans la montagne, et entendu 1000 histoires sur le seigneur de la montagne, mais c'était la première fois que je me retrouvais face à lui. Et qui plus est, dans une grotte sombre sans issue. L'idée qu'il valait mieux mourir de froid dehors que d'être déchiqueté par un ours me traversa l'esprit, et, au moment où j'allais bouger, un son provenant de la bête me fit sursauter. Ce n'était pas un grognement menaçant. C'était un gémissement, un long gémissement plaintif, un son qui venait d'une douleur extrême. J'étais perplexe. L'ours était-il blessé? La curiosité l'emporta sur la peur. Je craquai une autre allumette d'une main tremblante. Cette fois, pour ne pas l'effrayer, je ne l'éclairai pas directement, mais je tins l'allumette légèrement au-dessus. La faible lueur fut suffisante. C'était bien cela, un ours, une femelle gigantesque, aussi grosse qu'un taureau. Elle était couchée sur le flanc, le dos tourné vers moi, mais sa tête était tournée, et elle me regardait avec des yeux à la fois féroces et désespérés. Elle gémit de nouveau. Tout son corps était secoué de convulsions. Ce n'est qu'à ce moment-là que je compris que l'odeur fétide dans la grotte n'était pas seulement celle de la bête, mais aussi celle du sang, une odeur de sang âcre. En plissant les yeux, j'examinai attentivement le ventre de l'ours. Mon Dieu, elle était en train de mettre bas. L'allumette dans ma main s'éteignit. Je m'empressai d'en craquer une autre. Je ne ressentais plus la même peur qu'au début. Le spectacle qui s'offrait à moi était à la fois terrible et pesant. Je suis un homme qui a vécu la plus grande partie de sa vie. Bien que je n'ai jamais aidé personne à accoucher, j'en savais assez pour comprendre. À voir sa position et son ventre, qui se contractait à chaque douleur, je sus que la situation était dangereuse. Une ours gigantesque, la reine des Pyrénées, la terreur de toute cette forêt. Une telle créature était là, impuissante, gémissant de douleur pendant l'accouchement. Je pris mon courage à deux mains, craquai une autre allumette et, cette fois, je m'approchai un peu plus. Grrr! L'ours émit un grognement sourd,
Un son qui venait du plus profond de sa poitrine et qui fit vibrer les parois de la grotte. C'était un avertissement. Je m'arrêtai net. Non, je ne te veux pas de mal, dis-je en tremblant. Je ne savais pas si je parlais à l'ours ou si j'essayais de me rassurer. Je levai les deux mains pour lui montrer que je n'avais pas d'arme. La faible lueur de l'allumette éclaira mon visage. L'ours me regardait sans ciller. Elle a haleté, et la sueur mêlée à la neige fondue sur sa fourrure la rendait méconnaissable. Elle était complètement épuisée. Elle contracta de nouveau ses muscles, et un gémissement proche du cri s'échappa de sa gorge. C'était à moitié un rugissement, à moitié un sanglot. J'entendis le bruit de ses dents qui mordaient une racine d'arbre à côté d'elle, puis elle laissa retomber lourdement sa tête. L'impuissance. Je rassemblai tout mon courage restant et craquai une autre allumette. Cette fois, je fis quelques pas de plus. Je devais voir ce qui n'allait pas. La peur d'être déchiqueté était toujours là, mais les gémissements de cette créature sur le point de devenir mère me touchaient au plus profond de moi. Quand la flamme de l'allumette jaillit de nouveau, j'étais assez près pour tout voir distinctement, et mon cœur faillit s'arrêter. La zone de mise bas de l'ours était couverte de sang, et ce qui sortait n'était pas une tête, mais deux pattes arrière. Mon Dieu! Une présentation par le siège. La pire des complications. Une bête sauvage, dans une grotte sombre, en plein blizzard, sans personne pour l'aider, essayait de donner naissance à son petit par le siège. L'ours était à bout de force. Elle semblait savoir qu'elle allait mourir, et que son petit ne survivrait pas non plus. Elle me regarda. Il n'y avait plus de férocité dans ses yeux, seulement une supplication désespérée et une angoisse extrême. Je restais là, pétrifié. Cette scène, ce regard, il m'était si familier. Douloureusement familier. Comme si j'avais reçu un choc électrique, un souvenir que j'avais essayé d'enterrer pendant 20 ans, un souvenir que je n'osais même pas effleurer, me revint avec une clarté brutale, comme si c'était hier. 20 ans plus tôt, ma femme était dans la même situation. Sur le lit blanc de la petite maternité du canton, ma femme se débattait de la même manière. Le médecin avait dit la même chose. C'est une présentation par le siège, monsieur. C'est une naissance difficile. Cette nuit-là, il ne neigeait pas, mais une pluie torrentielle s'abattait. Le bruit de la pluie sur le toit en tôle ressemblait à une grêle de pierre. Dans le couloir, j'écoutais, impuissant, les cris de ma femme. Des cris qui me déchiraient le cœur. Je m'étais agenouillé et avais prié tous les saints du paradis. S'il vous plaît, mon Dieu, ayez pitié. Mais ce fut en vain. À l'aube, les cris cessèrent. Le médecin sortit et secoua la tête. Nous avons fait tout notre possible, mais elle a fait une hémorragie. Nous n'avons pas pu sauver l'enfant non plus. Je titubais jusqu'à sa chambre. Ma femme était allongée, son visage d'une pâleur de cire. Ses cheveux trempés de sueur collaient à l'oreiller. Elle avait fermé les yeux sans même avoir vu le visage de son enfant. J'avais perdu ma femme et mon fils, qui avaient quitté ce monde avant même d'avoir vu la lumière du jour ou poussé un seul cri. Cette douleur ne s'est jamais estompée. Elle s'est simplement déposée au fond de mon cœur, attendant le jour où elle remonterait à la surface. Et ce jour, c'était aujourd'hui. Je regardais l'ours. Elle se contractait de nouveau. Elle se battait pour son petit, pour la vie. Dans cet instant de folie, je ne la vis plus comme une bête féroce. Je vis en elle l'image de ma pauvre femme. Je vis le désespoir d'une mère sur le point de perdre son enfant. La peur en moi fondit comme neige au soleil. À sa place, quelque chose de plus grand et de plus fort grandit. C'était de la compassion. Une empathie que seul celui qui a connu la perte la plus extrême peut ressentir. L'ours gémit de nouveau faiblement. Elle me regardait comme si j'étais son dernier espoir. Je tremblais. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Je ne pouvais pas laisser une mère qui essayait de mettre un enfant au monde mourir, même si c'était une ours. Reste tranquille. Les mots sortirent de ma bouche sans que je m'en rende compte. Je jetai la boîte d'allumettes et déchirai un pan de ma chemise. Je n'avais rien. Pas de médicaments. Pas d'outils. Seulement mes deux vieilles mains, calleuses et épaisses à force de manier la hache. Je m'agenouillai lentement et m'approchai de l'arrière de l'ours. Elle grogna. Cette fois, elle tourna brusquement la tête comme pour se relever et me montra ses crocs acérés. Elle pensait que je voulais faire du mal à son petit. « Reste tranquille, je vais t'aider. Je vais aider ton petit », criai-je assez fort pour couvrir le bruit du vent dehors.
Je ne sais pas si elle comprit mes mots, mais il n'y avait certainement aucune malice dans mon regard à ce moment-là. Je lui montrai mes mains vides. L'ours me fixa intensément. Sa tête était si proche que j'aurais pu la toucher en tendant le bras. Un seul coup de patte aurait suffi à me briser le crâne, mais elle ne le fit pas. Elle me regarda pendant quelques secondes, puis laissa retomber sa tête. Elle gémit. Elle avait accepté. Elle avait confié son destin et celui de son petit entre mes mains, à moi, leur ennemi juré, un homme. Mon cœur battait à tout rompre, mais étrangement, mes mains ne tremblaient pas du tout. Courage, murmurai-je. Moi aussi, j'ai perdu ma femme et mon enfant comme ça. Je sais la douleur que tu ressens. Courage. Je pris une profonde inspiration de l'air froid et chargé de l'odeur du sang, et je tendis les mains vers l'ours. Au moment où j'ai crié « Je vais t'aider », je savais que je ne pouvais plus reculer. Ce n'est pas l'ours qui m'en empêchait, mais la conscience d'un homme qui avait perdu sa femme, la conscience d'un mari qui ne pouvait pas rester les bras croisés. La grande ours était allongée, résignée. Elle était à la fois la reine de la montagne et une mère épuisée. Cette image contradictoire m'inspirait à la fois de la peur et de la pitié. Dehors, le blizzard hurlait toujours comme un monstre blessé. Le sifflement du vent à l'entrée de la grotte était lugubre. La seule lumière à l'intérieur était la faible flamme de la dernière bougie de cire que j'avais allumée, et même elle menaçait de s'éteindre. J'avais besoin de lumière. Je ne pouvais rien faire dans cette obscurité. Je fouillais frénétiquement la poche de ma veste. Heureusement, en plus des allumettes, j'avais toujours sur moi un morceau de tissu imprégné de résine pour allumer le feu. Une habitude d'homme des montagnes. Je trouvais aussi un petit bout de bougie de cire. Je me hâtais d'allumer la bougie et de la fixer sur un rocher saillant. Une flamme jaune vacilla, éclairant la grotte et la scène horrible qui se déroulait devant moi. Du sang. Il y en avait partout. Le sol froid était couvert de sang. L'ours haletait, et son énorme ventre se soulevait et s'abaissait désespérément. Les deux petites pattes de l'ourson pendaient toujours, immobiles. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Si j'avais peur, ou si mes mains tremblaient, je les tuerais tous les deux. Que faire ? Me demandai-je. Je me souvins des paroles de la vieille sage-femme du village. Pour une présentation par le siège, il faut repousser et tourner. Mon Dieu, c'est déjà difficile de retourner un bébé humain, mais là, il s'agissait d'un ourson dans le ventre de sa mère. Si elle bougeait un peu, si ses griffes m'effleuraient, je serais déchiqueté. Je regardai l'ours, et elle me regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus de supplication, mais une confiance absolue, comme si elle me confiait sa vie. De toute façon, ma vie de veuve de 65 ans était solitaire. Si je devais mourir ici aujourd'hui en sauvant une vie, ce serait une mort digne. Je pensais à ma femme. Si elle avait été là, elle m'aurait certainement dit de le faire. C'était une femme au cœur bon. Je jetai mon manteau trempé de neige. Je retroussai les manches de ma chemise. Je sortis à l'entrée de la grotte et pris une poignée de neige propre. Je me lavai les mains avec la neige. Je les frottai jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges et que je ne les sens plus. Il fallait que ce soit aussi propre que possible. Puis je revins et m'agenouillai à côté de l'ours. L'odeur de sang rance et l'odeur âcre de la bête me prirent à la gorge. J'eus un haut le cœur, mais je me retins. Patiente un peu. Je ne suis pas une sage-femme, juste un vieux bûcheron, mais je ferai de mon mieux. Je posai la main sur son ventre, elle tressaillit, et sa peau épaisse et chaude trembla sous ma main. Greur, ça va aller. Je suis là. Je la calmai d'une voix aussi douce que possible. L'ours tenta de se relever, puis se laissa retomber. Elle attendait. C'était comme si toute la montagne retenait son souffle, attendant. La décision était prise. La compassion d'un vieux veuf avait complètement vaincu sa peur instinctive. Je devais les sauver. Je savais que le temps était compté. L'ours avait perdu trop de sang. Sa respiration devenait de plus en plus faible. En regardant les deux petites pattes qui sortaient, je vis qu'elles devenaient déjà bleues. Il fallait faire vite. Je me pressais. À la lueur vacillante de la bougie, j'examinais la situation. Le problème était qu'il fallait repousser l'ourson à l'intérieur. Mais comment ? Si je lui faisais mal, elle m'attaquerait par réflexe. Je décidai d'agir avec fermeté. Je posai mes deux mains lavées à la neige sur les deux petites pattes. Elles étaient froides et glissantes. « Mon Dieu, aidez-moi. Ma chérie, aide-moi un peu, murmurai-je en priant. Je pris une inspiration et je poussai. Pas en tirant, mais en poussant.
Je repoussai doucement les 2 pattes de l'ourson dans le ventre de sa mère. Ouah! Un rugissement qui fit trembler le monde éclata. Le son faillit éteindre la bougie et fit vibrer les parois de la grotte. Ce fut comme si un marteau géant m'avait frappé en pleine poitrine. L'ours se débattit de douleur, tourna brusquement la tête et me montra ses crocs blancs. Je restai pétrifié. Une sueur froide coula le long de mon dos. Je pensais qu'elle allait me déchiqueter, mais non. Elle me regarda. Ses yeux étaient injectés de sang à cause de la douleur, mais elle n'attaqua pas. Elle hurlait simplement de douleur. Puis elle laissa de nouveau retomber sa tête en gémissant. Mon cœur battait la chamade. Je lui avais fait mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis désolé. Il faut que tu supportes. Je poussai de nouveau. Cette fois, plus fort. À ce moment-là, l'ours se contracta de nouveau sous l'effet d'une nouvelle douleur. Ma force de pousser et sa force de contraction se heurtèrent. Mais c'est alors que je sentis quelque chose bouger. J'avais réussi à enfoncer les pattes un peu plus profondément. Maintenant, il fallait tourner. Je mis mes 2 mains encore plus profondément. Je faisais probablement quelque chose que personne au monde n'avait jamais osé faire. Mes mains étaient à l'intérieur du corps d'une ours vivante. Je sentais la chaleur intense et la contraction des muscles. J'essayais de trouver les fesses de l'ourson. Il fallait le retourner entièrement. Grrr, grrr. Le gémissement de l'ours ressemblait à un chant funèbre. Je serrais les dents, et des gouttes de sueur tombaient sur sa fourrure tachetée. Je ne me souciais plus du danger. Il n'y avait qu'une seule pensée dans ma tête, tourner. Il fallait tourner. J'utilisais toute la force que j'avais acquise en grimpant dans les montagnes toute ma vie, et je poussais et tournais en même temps de toutes mes forces. L'ours rugit de nouveau, puis tout son corps se raidit. Soit elle était à bout de force, soit elle s'était évanouie à cause de la douleur. Je fus surpris. Hé! Reprends tes esprits, tu ne peux pas mourir. Mais être que son évanouissement était une chance. Son corps était relâché. Je ne manquais pas cette occasion et, avec mes dernières forces, je tournai une fois de plus. Avec un petit son étouffé, je sentis que la tête de l'ourson s'était retournée. C'était bon. Je retirai rapidement mes mains. Elles étaient couvertes de sang et de fluide corporel. C'est bon. C'est bon, haltai-je. Mais la mère ne bougeait pas, et le petit ne sortait pas. Non, elle était à bout de force. Elle n'avait plus la force de pousser. Je ne pouvais pas attendre, je devais le sortir moi-même. J'attrapai les 2 pattes de l'ourson. Cette fois, ce n'était pas pour pousser, mais pour tirer. Je tirai doucement. Il ne sortait pas. Je me souvins qu'il fallait tirer en même temps que les contractions, mais elle n'en avait plus. Mon Dieu, s'il vous plaît. Je décidai d'utiliser les grands moyens. D'une main, je pressai fortement le ventre de la mère, et de l'autre, j'attrapai les 2 pattes du petit. « Allez, sors !» criai-je, en tirant de toutes mes forces. Avec un bruit de succion, un petit ourson trempé de sang, petit et humide, glissa entre mes mains. J'avais réussi, je l'avais sorti. Mais je n'eus pas le temps de me réjouir que je compris que quelque chose n'allait pas. L'ourson était immobile, son corps devenait bleu. Il ne respirait pas. Je regardais, désemparé, la petite créature dans mes mains. Sa fourrure tachetée était encore pâle. Il avait la taille d'un gros chat, mais il ne bougeait pas. Je le posai sur un rocher sec et lui tapotai les fesses. Je le secouai, mais aucune réaction. Je regardai l'ours, elle respirait encore faiblement. Si elle se réveillait et voyait son petit mort, elle ne survivrait pas non plus. Le désespoir m'envahit de nouveau. Je venais de me battre avec Dieu pour sortir cet enfant, et maintenant il mourait entre mes mains. Je pensais à mon fils mort. Le médecin avait dit qu'il était mort d'asphyxie. Mon fils était aussi devenu bleu comme ça. La vieille douleur de la perte de ma femme et de mon fils remonta, mais cette fois, elle ne me terrassa pas. Elle se transforma en colère. Non, cette fois, je ne te laisserai pas mourir. Je serrai les dents. En regardant l'ourson, je vis que son nez et sa bouche étaient remplis d'un mucus collant et de liquide amniotique. C'était pour ça qu'il ne pouvait pas respirer. Que faire? Je n'avais aucun instrument pour aspirer. Dans cet instant de folie, je ne pensais plus que j'étais un homme et que c'était une bête. Je ne voyais qu'une vie à sauver. Je soulevai l'ourson. Je n'éprouvais aucun dégoût. Je baissai la tête et plaçai ma bouche sur son petit nez et sa bouche, visqueux et humide de sang et de fluide corporel.
et j'aspirais de toutes mes forces. Un liquide collant, âcre et écœurant se déversa dans ma gorge. C'était horrible, les fluides corporels d'un animal sauvage. La nausée me monta à la gorge, mais je n'arrêtai pas. Je recrachai et aspirai de nouveau, 2 fois, 3 fois. Après avoir aspiré jusqu'à ce que sa petite poitrine se creuse, je fis quelque chose que je ne comprends toujours pas moi-même. Je pris une profonde inspiration de l'air froid de la grotte, je plaçai ma bouche sur son nez, et je lui insufflai de l'air. Mon souffle. Le souffle d'un vieil homme de 65 ans. Je lui donnai ma vie. Vie, s'il te plaît, vie, criai-je en moi-même en lui insufflant de l'air. J'insufflai de l'air et je massai légèrement sa poitrine. 1 fois, 2 fois, rien ne se passa. Était-il vraiment mort? J'étais désespéré. Je le reposai, j'avais fait tout ce que je pouvais. Mais au moment où je le lâchai, l'ourson fut soudain pris de convulsions. Il toussa, en s'étouffant. J'entendis un faible sifflement. Et puis j'entendis un son que je n'oublierai jamais. GNN? Ce n'était pas un miaulement de chat, c'était un grognement. Un très faible grognement. Le cri de la naissance qui brisait le silence de mort de la grotte, il était vivant. Mon Dieu, il était vivant. Je m'assis, et je ris comme un fou. Des larmes coulaient sans cesse sur mes joues. Je ne savais pas si c'était des larmes de joie ou des larmes de soulagement d'avoir réussi à faire ce que je n'avais pas pu faire pour ma femme et mon enfant 20 ans plus tôt. J'avais réussi. Seul, dans une grotte sombre en plein blizzard, j'avais sauvé un ourson. Le cri du petit fut comme un remède miracle. L'ours, qui ne faisait que haleter, dressa les oreilles. Elle ouvrit lentement les yeux. Il n'était plus trouble, mais brillait d'un éclat vif. Elle avait entendu le cri de son petit. Elle leva péniblement sa lourde tête pour chercher son petit. Je me hâtais de prendre l'ourson dans mes bras. Son petit corps, maintenant chaud, gigotait. Je le posai sur le ventre de sa mère. C'est ton petit, il est vivant, un beau petit mâle. Je ne sais pas pourquoi je savais que c'était un mâle, mais je le dis comme ça. L'ours gémit en voyant son petit. Cette fois, ce n'était pas un son de douleur, mais un son plein d'amour. Elle sortit sa langue énorme et rêche et se mit à le lécher. Sous les coups de langue de sa mère, le petit se mit à crier plus fort. Je m'assis par terre avec un sourire de satisfaction. Ma mission était terminée. J'étais épuisé. Toute mon énergie m'avait quitté. Je sentis de nouveau le froid s'infiltrer jusqu'à mes os. J'allais m'asseoir dans un coin de la grotte pour me reposer. Je les avais sauvés, mais j'avais toujours peur. La peur que la mère, une fois qu'elle aurait repris des forces, me considère comme son repas. Mais, au moment où je bougeais, l'ours tourna la tête. Elle me regarda, droit dans les yeux. Son regard était très profond. Un regard indescriptible. Il y avait de la gratitude, du respect et quelque chose de très ancien. Elle commença à ramper vers moi, avec son corps lourd. Je fus saisi de panique. « Attends, attends !» Je levai les mains en reculant. « Je t'ai sauvé, alors ne me mange pas. » Elle ne s'arrêta pas et continua d'avancer, sans grogner, sans montrer les dents. Elle avançait simplement. Je reculai jusqu'à ce que mon dos touche la paroi froide du rocher. J'étais acculé. C'en est fini. Je fermai les yeux. Mourir comme ça, ce n'est pas si mal. J'ai fait une bonne action. J'attendis l'attaque foudroyante. J'attendis que ces crocs acérés se plantent dans mon cou, mais non, je sentis quelque chose de chaud, d'humide et d'horriblement rêche. L'ours était arrivé juste devant moi, et, au lieu de m'attaquer, elle tendit sa tête énorme et me lécha. Avec sa langue râpeuse comme du papier de verre, elle me lécha puissamment, du menton jusqu'au front. « Ah !» criai-je. Ce n'était pas une marque d'affection, c'était une douleur extrême. C'était comme si quelqu'un m'appliquait un fer rouge sur le visage. J'avais l'impression que ma peau s'arrachait. La langue d'un ours n'est pas comme celle d'un chat. C'est une arme. Ce seul coup de langue me fit si mal que mon esprit devint tout blanc. Je sentis le sang chaud couler sur mon visage. Je perdis connaissance. Elle me mange, pensai-je. Elle me goûte. Je n'avais plus la force de résister. Je perdis connaissance. Juste avant de m'évanouir, je vis une scène paisible. L'ours retournant vers son petit, le prenant dans ses bras et lui donnant la tétée. Et je pensais, avec une douleur brûlante sur le visage, « Ah, c'est comme ça qu'elle me remercie. »
Puis je m'évanouis. Je ne sais pas combien de temps, je suis resté inconscient. Je ne savais même pas si j'étais vivant ou mort. J'avais l'impression de flotter dans un rêve étrange. J'ai vu ma femme en rêve. Elle se tenait au bord d'un ruisseau, ensoleillé en hiver, et me souriait. Sans un mot, elle hocha simplement la tête. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai sentie, c'est la lumière. Une lumière éblouissante entrait par l'ouverture de la grotte. En plissant les yeux, je vis que la tempête était passée et que le ciel était d'un bleu immaculé, sans un nuage. Le soleil se reflétant sur la neige faisait scintiller le monde entier comme un diamant. Je suis en vie. Je me suis empressé de toucher mon visage. Où était passée la douleur atroce de la nuit? Étrangement, mon visage était sec, recouvert d'une fine croûte. Quand je l'ai touché, la croûte est tombée. La peau en dessous était lisse. Non, pas seulement lisse. C'était comme la peau que j'avais il y a 20 ans, et il y avait quelque chose d'encore plus miraculeux. Mon mal de dos chronique, qui me tourmentait à chaque changement de temps, avait disparu. Mes genoux, mes poignets, tout était léger comme une plume. Je me suis levé d'un bond, sans m'aider de mes mains et sans pousser un seul gémissement. J'ai regardé autour de moi. La grotte était vide. L'ours et son petit avaient disparu sans laisser de traces. L'endroit qui était couvert de sang la veille était étrangement propre, seule une faible odeur sauvage persistait. Était-ce un rêve? Murmurai-je. Mais non. La bougie de cire était entièrement consumée, ne laissant qu'une trace noire sur le rocher, et le morceau de chemise que j'avais déchiré était jeté dans un coin, taché de sang d'ours. Ils sont partis. Je me suis levé, et j'ai marché vers l'entrée de la grotte. Je sentais une vitalité que j'avais oubliée depuis longtemps envahir tout mon corps. J'avais rajeuni, et en arrivant à l'entrée de la grotte, je suis resté sans voix. Sur le rocher le plus propre et le mieux exposé au soleil, gisait un isard. Un très grand isard, encore frais. Son cou était brisé et son ventre proprement ouvert. La chair rougeoyait. Je savais ce que c'était. Un cadeau. Et à côté de l'isard, il y avait autre chose qui me fit tomber à genoux. Sur un lit de mousse verte, une racine était délicatement posée. Mon Dieu! C'était une racine de gentiane. Mais pas n'importe laquelle. Elle était grosse comme mon avant-bras, avait une forme humaine distincte et de longues radicelles s'étendaient. Moi qui avais vécu toute ma vie dans la montagne, je savais ce que c'était. C'était une racine légendaire. Une racine comme celle-ci devait avoir au moins 1000 ans. Un trésor inestimable. L'ours ne m'avait ni mangé, ni simplement abandonné. Elle m'avait remercié. Elle m'avait laissé de quoi manger pour que je puisse reprendre des forces et rentrer, et elle m'avait laissé la chose la plus précieuse de cette montagne en signe de gratitude. Sous le soleil matinal, au milieu d'un champ de neige immaculé, je restais là, abasourdi. Je n'avais plus froid. Je levai les yeux au ciel et pris une profonde inspiration de l'air pur et frais. Un rire m'échappa. Mon rire résonna dans toute la montagne. Le vieux Jean-Pierre de 65 ans, seul et sur le point de mourir de froid, se tenait maintenant là, en pleine forme, avec le cadeau du Seigneur de la montagne. Ma vie allait complètement changer à partir d'aujourd'hui. Je restais comme cloué à l'entrée de la grotte. L'air qui sortait de ma bouche n'était plus une épaisse fumée, mais une vapeur légère. Le froid de la neige ne semblait plus mordre ma peau. Mon vieux corps de 65 ans débordait maintenant d'une vitalité étrange. En regardant l'isard, je sentis une immense gratitude pour l'ours monté en moi. Je joignis les mains et m'inclinai vers les 4 points cardinaux, vers cette montagne, et vers cet ami que j'avais sauvé et qui m'avait sauvé. Il était temps de rentrer. Je chargeai l'isard sur mes épaules. D'habitude, un animal aussi gros m'aurait obligé à m'arrêter pour me reposer avant même d'avoir fait la moitié du chemin, mais cette fois, il me semblait aussi léger qu'un fagot de bois. Je me mis à marcher. Mes pieds ne s'enfonçaient plus mollement dans la neige. J'avançais à grandes enjambées, comme sur un terrain plat. Je regardais la racine millénaire. Je savais que c'était un trésor. Je ne pouvais ni l'abandonner, ni la prendre ouvertement. Je détachai délicatement une petite radicelle de la taille de mon auriculaire, la mis dans ma bouche et la mâcha. Au début, le goût était très amer, mais bientôt, une chaleur intense se répandit dans tout mon corps. Je ne m'étais jamais senti aussi vigoureux de toute ma vie. J'enveloppai la précieuse racine dans un pan de ma chemise et la cachai au plus profond de ma poche. Je descendis la montagne.
Le chemin qui m'avait pris une demi-journée la veille, je le parcourus en 1 heure à peine. Je ne courais pas, mais mes pas semblaient portés par la montagne elle-même. Ce n'est qu'en arrivant à ma grange et en déposant l'isard que je réalisais que tout cela était bien réel. Je regardais autour de moi. Tout était vieux et inchangé, mais moi, j'étais différent. Cependant, cette vigueur ne dura pas. À peine la porte fermée, mon corps commença à réagir. J'avais chaud, une chaleur étrange montait de mon ventre, là où j'avais mâché la racine. Ce n'était pas comme la chaleur de l'alcool, c'était comme si un feu brûlait à l'intérieur de mon corps. Je me mis à trembler. Le froid extérieur ne pouvait rien contre moi, mais la chaleur intérieure me faisait trembler comme une feuille. Je me hâtais de m'allonger sur ma paillasse. Mes dents claquaient, la fièvre montait, une fièvre terrible. Tout mon corps était brûlant comme de la braise. Je commençais à perdre connaissance, j'avais l'impression d'être de retour dans cette grotte, je voyais l'ours. Je sentais sa langue rêche sur mon visage. La douleur de la brûlure revint. Je sentis la peau de mon visage se tendre, comme si des milliers de fourmis y grouillaient. Chaque parcelle de ma chair, chaque articulation de mes os me faisait mal. Mais ce n'était pas la douleur d'une maladie, c'était la douleur d'une transformation. C'était comme si une main invisible me brisait et me remodelait. Je gémis. Je pris la cruche d'eau à côté de moi et bus à grandes gorgées. L'eau froide semblait s'évaporer à peine entrée dans mon corps. Cette fièvre ne ressemblait à aucune autre que j'avais connue. C'était une métamorphose. Je sentis ma vieille peau rugueuse se craqueler et peler. Je me tordis de douleur. Je perdais connaissance et la reprenais sans cesse. Dans mon esprit confus, je ne voyais que l'image de ma femme souriante. Elle me disait « Mon chéri, vis bien. Vis pour moi aussi. » Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient ainsi. Un jour, être deux. J'avais complètement perdu la notion du temps. Je ne faisais que lutter contre cette douloureuse renaissance. À l'aube, la fièvre disparut soudainement, aussi vite qu'elle était venue. Mon corps était trempé de sueur. La sueur n'avait plus l'odeur d'un vieil homme, mais une odeur fraîche comme celle des feuilles. J'avais faim, une faim de loup, et mon corps était léger comme une plume. J'ouvris lentement les yeux. Le soleil du matin filtrait par les fentes de la porte en bois, créant un ray de lumière sur le plancher. Je n'étais plus fatigué. Je sentais que mon corps était en parfaite santé. Je me suis redressé. Plus de gémissements, plus besoin de me courber ou de m'appuyer sur mes genoux. Je me suis levé d'un bond. En m'étirant, mes articulations craquèrent, mais ce n'était pas un bruit de raideur, c'était un bruit de souplesse. Je touchai mon visage. La fine croûte qui s'était formée là où l'ours m'avait léché était complètement partie pendant la fièvre, et la peau de mon visage était lisse. Pas la douceur d'un vieil homme, mais une peau ferme. J'étais confus. Je descendis de ma paillasse. Mes jambes ne tremblaient plus. Je pouvais marcher d'un pas assuré. Je regardais mes mains. Les callosités dues à une vie passée à manier la hache étaient toujours là, mais les taches de vieillesse et les rides qui trahissaient mes 65 ans avaient disparu. Ma peau était rose et des veines bleues, et vigoureuse ça y est. Ce n'étaient pas mes mains. Je me précipitai dehors. Dans un coin de la cour, il y avait une grande cuve où je recueillais l'eau de pluie. Chaque matin, je me rasais en me regardant dans le reflet de cette cuve. D'un pas tremblant, je m'approchai de la cuve. Le vent matinal faisait onduler la surface de l'eau. Je me penchai, les ondulations se calmèrent, et je vis un homme. L'homme dans la cuve me regardait. Il semblait avoir une quarantaine d'années. Ses cheveux étaient encore grisonnants, mais il y avait beaucoup plus de cheveux noirs que de cheveux blancs. Les rides profondes que l'inquiétude avait creusées sur son large front avaient disparu. Ses yeux n'étaient plus troubles, mais clairs et transparents, et son visage, là où l'ours l'avait léché, avait une peau fine et un teint rosé. Je poussai un cri, je reculai et tombai. Je regardai de nouveau la cuve. Cet homme était aussi stupéfait que moi. Quand je levai la main pour toucher mon visage, il leva aussi la main pour toucher son visage. Mon Dieu! C'est moi? Je n'étais plus le père Jean-Pierre de 65 ans. J'avais rajeuni. J'étais né de nouveau. Assis par terre, je pleurais et je ris tour à tour. Je ne savais pas si c'était une bénédiction ou une malédiction. Tout me revint. Le blizzard, l'ours, le léchage atroce, la racine millénaire, la fièvre de la métamorphose. Tout s'assembla. Le léchage de l'ours était destiné à enlever ma vieille peau.
Quelque chose de sa salive ou de son sang avait pénétré en moi, et la racine légendaire avait été le catalyseur final. Cette fièvre était le processus de forgeage. L'ours ne m'avait pas seulement remercié. Elle m'avait donné une nouvelle vie. Je regardais mon reflet dans la cuve. Un homme d'âge mûr en bonne santé. La solitude était toujours là, mais le corps vieux et fragile avait disparu. Que faire maintenant? Je ne pouvais le dire à personne. On me prendrait pour un fou, ou pire, les gens me croiraient. Et à l'instant où les gens y croiraient, ce serait le début du désastre. Je suis resté caché chez moi pendant 3 jours. Je ne pouvais pas sortir. Il fallait que je m'habitue à ce nouveau corps. J'ai soulevé la meule que j'utilisais pour moudre le maïs. Avant, il me fallait toutes mes forces pour la soulever. Maintenant, je la levais d'un bras. Je suis allé couper du bois. La hache dans ma main semblait crier de joie à chaque fois qu'elle frappait le bois. Mais je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je n'avais plus d'eau ni de riz à la maison. Je devais descendre au village. J'ai sorti un vieux béret et j'ai couvert la plus grande partie de mon visage. J'ai enfilé une vieille pèlerine et j'ai délibérément courbé le dos. En descendant le sentier familier, j'ai rencontré des enfants qui gardaient les vaches. D'habitude, ils m'auraient vu et m'auraient crié « Bonjour, Père Jean-Pierre ». Aujourd'hui, ils se contentaient de me regarder avec des yeux étrangers. Un enfant courageux demanda « Monsieur, vous êtes qui? Vous cherchez quelqu'un ?» J'ai été surpris. J'étais maintenant un étranger. J'ai bafouillé. « Ah, j'ai quelque chose à faire dans la montagne. » Puis, je suis parti rapidement. Je suis allé à l'épicerie du village pour acheter du riz. L'épicière me dévisagea. « Jeune homme, je ne vous connais pas. D'où venez-vous » J'ai enfoncé mon béret encore plus profondément. Je suis de la famille du père Jean-Pierre. Je suis venu lui rendre une petite visite. Je n'avais pas d'autre choix que de mentir. L'épicière claqua la langue. « Ah, c'est ça. Le père Jean-Pierre vit si seul, il doit être content d'avoir la visite de son neveu. Mais ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas descendu de la montagne. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé avec ce blizzard. » Et Spatézé. Je me suis dépêché d'acheter 1 kilo de riz, et je suis reparti. Mon cœur battait la chamade, mais le secret ne pouvait pas durer longtemps. Une semaine plus tard, comme j'étais porté disparu depuis le blizzard, le maire, inquiet, est monté chez moi avec quelques jeunes du village. J'étais dans le potager en train de bêcher. Je ne pouvais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre sur mes propres terres. Ils se sont arrêtés en me voyant. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez le père Jean-Pierre » demanda le maire en serrant son bâton. J'ai soupiré. J'ai posé ma bêche et j'ai levé la tête. « C'est moi, monsieur le maire. » Tout le monde s'est figé. Le maire s'est frotté les yeux plusieurs fois. « Comment? Comment ça? C'est vous? »« C'est moi, Jean-Pierre. » Le maire a fait un pas en arrière. Son visage est devenu blanc. « Vous plaisantez? Le père Jean-Pierre est vieux. Vous avez à peine l'âge de mon fils. » Je savais que je ne pouvais plus le cacher, et j'ai tout raconté. Mais je n'ai pas parlé de l'ours. C'était un secret que je devais garder jusqu'à ma mort. J'ai dit que je m'étais perdu dans le blizzard et que j'avais eu la chance de trouver une grotte. Là, j'avais trouvé une racine étrange, une racine de gentiane, que j'avais mangée. J'avais ensuite eu une forte fièvre et, en me réveillant, j'étais devenu comme ça. Tout le village était en émoi. La rumeur que le père Jean-Pierre avait rajeuni s'est répandue plus vite que le blizzard. Les gens affluaient chez moi. Ils ne m'appelaient plus le père Jean-Pierre. Ils m'appelaient monsieur Jean-Pierre avec respect, mais leurs yeux étaient pleins de curiosité et de convoitise. Ils me demandaient où était cette grotte, à quoi ressemblait cette racine. Je secouais simplement la tête. J'étais confus, je ne me souviens de rien. L'avidité des hommes est sans fin. Ils se sont mis à fouiller la montagne de fond en comble, à la recherche de l'élixir de jouvence. Ils creusaient n'importe où. J'avais mal au cœur de voir la montagne ainsi saccagée, mais je ne pouvais rien faire pour les arrêter. Et les riches ont commencé à sentir l'odeur de l'argent. Un jour, une berline noire brillante, chose rare dans ce coin de montagne, a grimpé la pente devant chez moi. Un homme corpulent avec des lunettes noires en est sorti, suivi de quelques hommes à l'allure menaçante. Il est entré chez moi, sans même me saluer. « C'est vous, monsieur Jean-Pierre » a-t-il demandé. J'ai répondu. « Qui cherchez-vous » Il a souri. « Je suis le président Dubois. J'ai entendu dire que vous connaissiez le secret de la jeunesse. Je vous l'achète. »
Donnez-moi votre prix. 1 million. 2 millions d'euros. À cette époque, 2 millions d'euros était une somme inimaginable. De quoi acheter tout le village. J'ai servi le thé calmement. Je n'ai pas de secret à vendre. Prenez une tasse de thé et repartez. Le visage du président Dubois s'est durci. Sa cupidité semblait plus grande que cette montagne, et il n'était pas le seul. Après son départ, de petits problèmes ont commencé à m'assaillir. Les gens croyaient non seulement que j'avais rajeuni, mais que j'avais caché la racine légendaire chez moi. Comme si j'avais caché un trésor. Une nuit, j'ai été réveillé en sursaut. Depuis ma transformation, mes sens étaient devenus étrangement aiguisés. J'ai entendu un bruit de grattement sur le toit. Un voleur. J'ai tout de suite su que c'était un jeune du village surnommé le Furet, connu pour ses petits larcins. Il pensait sans doute que j'avais caché l'élixir de jouvence. Je n'avais pas peur. Étrangement, je suis resté allongé, immobile. Je voulais voir ce qu'il allait faire. Au moment où il a enlevé quelques tuiles et s'apprêtait à entrer, j'ai soudain entendu un bourdonnement, puis un cri, perçant a éclaté. Au secours, les frelons. Avec un bruit sourd, il est tombé du toit. Son corps était tout noir. Non pas à cause de l'obscurité, mais à cause d'un essaim de frelons. Un nid de frelons de la taille d'un panier, venu de nulle part, lui était tombé sur la tête. Il hurlait en courant vers le bas de la montagne, le corps couvert de frelons. Je suis sorti dans la cour. Le nid de frelons était là, mais aucun frelon ne m'a piqué. Ils ont tourné autour de moi, comme pour me saluer, puis se sont envolés dans la forêt. J'ai joint les mains. Je savais que ce n'était pas moi qui m'étais défendu, mais la montagne qui me protégeait, que mon ami m'avait envoyé des gardiens. La rumeur que le Furet avait été piqué par des frelons en essayant de me voler s'est répandue, et les villageois ont commencé à me craindre. Plus personne n'a osé s'approcher de ma maison avec de mauvaises intentions. Les gens ont commencé à m'appeler le Sage des Pyrénées. Ils ont commencé à penser que je n'étais pas un homme ordinaire. Moi aussi, des capacités étranges ont commencé à se manifester. Je pouvais savoir à l'avance quand il allait pleuvoir, quand il y aurait un glissement de terrain. En entrant dans la forêt et en fermant les yeux, je pouvais savoir où se trouvaient les herbes médicinales rares. J'ai aidé les villageois à éviter les glissements de terrain, et j'ai trouvé des herbes pour soigner la fièvre des enfants. Ma vie aurait dû être paisible, si ce n'était pas pour le président Dubois. Il était différent du Furet. Il avait de l'argent et il était méchant. Il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait qu'en l'argent, et il est revenu. Environ un mois plus tard. Cette fois, ce n'était pas une seule voiture, mais un 4x4 et 2 petits camions. Il est arrivé en plein jour. Le bruit des moteurs a brisé le silence de la montagne. Le président Dubois avait la même apparence, mais cette fois, il avait amené une dizaine d'hommes. Ils ressemblaient plus à des voyous qu'à des gardes du corps. Ils avaient des gourdins et des couteaux à la main. J'étais dans la cour en train de fendre du bois. Je me suis arrêté. Le président Dubois est descendu de voiture en ricanant. « Monsieur Jean-Pierre, je vous avais dit que je reviendrais. Cette fois, vous n'aurez pas le choix. » Je l'ai regardé. « Cette montagne ne vous accueille pas. Repartez. » Repartir? Il a éclaté de rire. « Aujourd'hui, soit vous me révélez le secret de cette grotte, soit je rase cette maison et je vous emmène. Je vous ferai disséquer par les meilleurs médecins pour découvrir votre secret. Comment le cœur d'un homme peut-il être si mauvais? Ma voix est devenue glaciale. Je vous le répète une dernière fois. Repartez avant que je ne me fâche. » Le président Dubois a fait un geste de la main. Se fâcher? Attrapez-le. 2 voyous se sont précipités sur moi. Ils ont essayé de m'attraper. Je n'ai ni reculé ni levé la main. Au moment où leurs mains allaient toucher le col de ma chemise, un son a retenti. Non, ce n'était pas un simple son. Grrr, ouah. Le grondement d'un ours. Il ne venait pas d'une seule direction, mais de toutes parts. De sous mes pieds, des branches des arbres, du ciel. Ce n'était pas le grondement d'un seul ours. C'était comme le grondement de dizaines, de centaines d'ours. C'était le cri de la montagne tout entière. La terre a tremblé. Les feuilles des arbres sont tombées comme de la pluie. Les 2 voyous qui se précipitaient sur moi se sont arrêtés net. Leurs visages étaient blancs comme un linge. Ils sont restés figés sur place. Un deuxième grondement a retenti. Encore plus fort. Crac! Les vitres des 2 voitures ont volé en éclats comme du sel.
Le président Dubois n'a pas pu rester debout et s'est effondré par terre, se protégeant la tête avec les mains. Les voyous, terrifiés, ont jeté leurs gourdins et leurs couteaux. Ils ont crié « Un fantôme, c'est le seigneur de la montagne. Fuyons !» Ils se sont bousculés pour s'enfuir vers le bas de la montagne. Le président Dubois s'est relevé en titubant et les a suivis. Il n'a même pas osé se retourner pour me regarder. À ce moment-là, j'ai vu l'ombre gigantesque d'une fourrure tachetée passer comme un éclair sur la falaise en face de ma maison. Debout au milieu de la cour, j'ai souri. Je n'étais plus seul. J'avais un ami, un protecteur. Mais je savais aussi que cette affaire avait pris trop d'ampleur. Ce n'était plus l'affaire d'un petit village. Ce grondement, ma transformation étrange, cela attirait des gens bien plus effrayants que le président Dubois. Les scientifiques. L'affaire du président Dubois et du grondement, qui avait brisé les vitres des voitures, ne pouvait pas être cachée. C'est devenu une nouvelle choquante qui a dépassé les limites de cette pauvre vallée de montagne. Les gens ne parlaient plus de mon rajeunissement. Ils parlaient d'une montagne sacrée qui protégeait les hommes. Ils disaient qu'un son étrange capable de détruire la matière venait de ma montagne. Et, comme je le craignais, environ un mois plus tard, ils sont arrivés. Pas des voyous, pas des milliardaires. C'étaient des scientifiques. Ils sont arrivés dans 2 vieux 4x4 de fabrication française, et un homme âgé aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses les dirigeait. Il avait l'air doux et calme. Il s'est présenté comme le professeur Laurent, géologue, le jeune homme vif et au regard perçant qui l'accompagnait était le docteur Simon, physicien. Ils avaient avec eux toutes sortes de machines que je n'avais jamais vues de ma vie. Des théodolites, des enregistreurs, des ordinateurs portables. Les villageois curieux se sont rassemblés pour voir. Le professeur Laurent est venu chez moi, mais ne m'a pas interrogé sur mon rajeunissement. Il a parlé très poliment. « Monsieur Jean-Pierre, nous venons du CNRS. Nous avons entendu des rapports sur des phénomènes géologiques anormaux ici, en particulier des ondes sonores inhabituelles à haute fréquence. Nous aimerions mener des recherches pour voir si nous pouvons trouver quelque chose qui pourrait aider les habitants. » Je savais qu'il mentait. Il n'était pas venu pour les habitants, mais pour le grondement de ce jour-là. Mais j'aimais sa façon de parler. Je l'ai fait entrer, et je lui ai offert du thé. Le docteur Simon semblait moins patient. Il tournait autour de ma maison, allumant un petit appareil avec une antenne ici et là. L'appareil émettait un bip constant. « Professeur », appela-t-il, le champ magnétique ici est étrange, très instable. Le professeur Laurent hocha la tête et me demanda « Monsieur Jean-Pierre, pourriez-vous nous dire exactement où s'est produit l'incident lorsque ces gens sont venus vous importuner ?» J'ai indiqué calmement la cour où je me trouvais. C'était juste ici. Je fendais du bois. Le docteur Simon installa immédiatement un grand enregistreur au milieu de la cour. Il mit un casque, plissa les yeux et regarda l'écran. Et c'est là que les choses étranges ont commencé. L'enregistreur, qui venait d'être allumé, grésilla puis se tut. Le docteur Simon fronça les sourcils. Il tapota l'appareil. Bizarre, la batterie est morte? Il brancha une batterie externe, mais l'appareil ne s'alluma toujours pas. Il sortit un autre appareil, un sismographe portable. À peine l'eut-il posé par terre que l'appareil convulsa plusieurs fois, l'aiguille monta au maximum. Puis avec un petit pchit, une fine fumée s'en échappa. « C'est pas possible !» s'écria le docteur Simon. « Toutes les machines tombent en panne. » Il me regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai haussé les épaules. « Je n'ai fait que rester ici. Je ne sais même pas comment fonctionnent vos machines. » Le professeur Laurent fit signe au docteur Simon de se taire. Il me regardait avec une profonde curiosité, pas de la méfiance. « Monsieur Jean-Pierre, avez-vous remarqué quelque chose de différent en vivant ici ?» J'ai secoué la tête. La montagne est juste calme. Ils ont essayé toute la journée. Tout appareil électronique, qu'ils approchaient de moi ou de ma cour, subissait des interférences. Il s'éteignait ou l'écran se remplissait de neige. C'était comme s'il se heurtait à un mur invisible. Le docteur Simon était furieux. C'était un jeune scientifique pour qui tout devait avoir une explication. Il ne pouvait pas accepter cet échec. Il croyait que j'étais la clé. Le professeur Laurent était plongé dans ses pensées. Il se promenait autour de chez moi. Il leva les yeux vers la falaise. Il dit au docteur Simon, « Ce n'est peu, être pas à cause de monsieur Jean-Pierre. Peu, être que cette montagne elle-même possède une énergie que nous ne comprenons pas encore.
La montagne ne veut pas que nous sachions. Mais le docteur Simon n'écoutait plus. Il me fixait. Il avait un nouvel objectif. S'il ne pouvait pas étudier la montagne, il m'étudierait moi. Cette nuit-là, le docteur Simon et le professeur Laurent sont restés au village. Ils ne sont pas repartis. Le lendemain matin, le docteur Simon est revenu chez moi. Cette fois, il n'avait pas de machine, mais une mallette médicale. Il a souri, un sourire qui se voulait amical, mais que je sentais faux. « Monsieur Jean-Pierre, je suis désolé pour hier, j'étais un peu sur les nerfs. Les machines n'ont probablement pas supporté le temps. » Je n'ai rien dit. « En fait, a-t-il poursuivi, nous menons un programme de recherche en santé publique pour les habitants des zones de montagne. Surtout après un phénomène étrange comme celui-ci, nous voulons vérifier s'il y a un impact sur la santé des résidents. » Il a ouvert la mallette médicale, du coton, de l'alcool et une seringue. « Pourriez-vous nous donner un peu de sang pour un examen? C'est pour la science, et aussi pour votre santé. » J'ai fait un pas en arrière. Je détestais les aiguilles. Mais j'avais un pressentiment encore plus sinistre. Ce corps était un secret. J'allais refuser. Mais le professeur Laurent, qui l'accompagnait, a pris la parole. « Monsieur Jean-Pierre, s'il vous plaît, aidez-nous. Le docteur Simon n'a pas tort. Nous voulons simplement mieux comprendre cet environnement. Juste un peu de sang. » J'ai regardé le professeur Laurent. Son regard semblait sincère. J'avais de la sympathie pour ce vieux professeur. Il était différent de Simon. Il avait le calme d'un véritable savant. J'ai soupiré. « D'accord, puisque c'est pour le bien public. » J'ai tendu le bras. Le docteur Simon, ravi, m'a prélevé du sang avec une grande habileté. Un sang rouge et frais a rempli une seringue. Au moment où mon sang a quitté mon corps, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai ressenti un léger vertige et j'ai vu le docteur Simon tressaillir. « Votre sang est vraiment chaud, monsieur, a-t-il murmuré. Il a placé soigneusement le tube de sang dans une boîte réfrigérée. Il n'est pas resté une seconde de plus. Il nous a salués à la hâte, à moi et au professeur Laurent, et a dit « Je dois retourner immédiatement à Paris. Je ne peux pas laisser cet échantillon attendre. » Il est parti en 4x4, me laissant seul avec le professeur Laurent. C'est le professeur Laurent qui m'a raconté la suite. Le docteur Simon a emporté ce sang dans un laboratoire de pointe à Paris. Il n'est pas rentré chez lui et s'est plongé dans la recherche comme un fou. La première chose qu'il a découverte, c'est que mon sang ne coagulait pas, même sans anticoagulant, il restait parfaitement liquide. Il en a déposé une goutte sur une lame de microscope et est resté figé sur place. Il a dit au professeur Laurent que mes globules rouges n'étaient pas en forme de disque, mais qu'ils bougeaient d'eux-mêmes et étaient très flexibles. Les globules blancs étaient beaucoup plus gros que la normale et patrouillaient sur la lame comme une armée. Il a fait une expérience. Il a ajouté d'autres cellules nutritives sur la lame et un spectacle horrible s'est produit. Mes cellules sanguines, comme si elles avaient senti une odeur, se sont déplacées de manière organisée, ont encerclé les autres cellules et les ont dévorées. C'était comme une chasse au niveau cellulaire. Son sang est vivant, a-t-il dit. Mais ce n'était pas le plus terrible. La nuit, fatigué, il a éteint la lumière du laboratoire et, en se retournant, il a vu une faible lueur jaune s'échapper de la lame d'expérience. Mon sang brillait de lui-même dans l'obscurité. Selon le professeur Laurent, le docteur Simon était fou de joie de sa découverte. Il ne voyait pas cela comme un miracle. Il le voyait comme une invention. Il voyait le prix Nobel. Il voyait la clé de l'immortalité et de la régénération. Il ne me voyait pas comme un être humain. Il me voyait comme un cobaye qu'il devait absolument capturer et, si possible, capturer aussi la source de ce pouvoir, l'ours. Pendant que le docteur Simon était obsédé par sa découverte, le professeur Laurent est resté au village. Il n'est pas parti avec Simon. Il a dit qu'il voulait faire plus de recherches géologiques, mais il ne l'a pas fait. Il est venu chez moi. Cette fois, seul, sans machine, ni personne d'autre. Il avait apporté une bonne bouteille de vin. Nous avons bu. Il ne m'a pas interrogé sur mon sang, sur la science. Il m'a demandé depuis combien de temps je vivais seul. Je lui ai parlé de ma femme et de la perte d'il y a 20 ans. Il m'a demandé « Ne vous sentez-vous pas seul ?» J'ai répondu que oui, avant, mais que maintenant, cette montagne était mon ami. Le professeur Laurent m'a regardé longuement. Ses yeux étaient pleins de compassion. « Monsieur Jean-Pierre, a-t-il dit doucement, je ne crois pas aux fantômes,
Mais je crois qu'il y a des choses dans ce monde que la science ne peut pas expliquer. Et je vous crois. Sa gentillesse et son empathie ont fait fondre mon cœur. J'avais gardé ce secret trop longtemps. Je voulais le confier à quelqu'un qui me croirait. Et j'ai tout raconté. Le blizzard, la grotte, l'ours en train de mettre bas, le souvenir de ma femme, comment j'avais aidé l'ours à accoucher, comment j'avais sauvé l'ourson avec ma bouche, le léchage douloureux comme une brûlure, l'isard et la racine légendaire, et la fièvre de la métamorphose. Comment j'avais rajeuni, comment le furet avait été piqué par les frelons, comment les vitres de la voiture du président Dubois avaient été brisées par un grondement. J'ai tout raconté. Le professeur Laurent est resté assis en silence. Il ne m'a pas interrompu, il a simplement écouté. Ses yeux sont passés de la surprise à la stupeur, puis au respect. Quand j'ai fini mon histoire, il a poussé un long soupir. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. Alors, c'était vrai. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce. Ce léchage, a-t-il dit comme s'il criait. Maintenant je comprends. Ce n'était pas un simple léchage. La langue d'un ours a des papilles qui vous ont blessé, mais c'était la façon de transmettre quelque chose, de la salive, du sang ou une sorte d'énergie, une marque du seigneur de la montagne, et la racine légendaire, c'était le catalyseur. Elle a amplifié cette énergie. Mais, Doa, votre fièvre, c'était le processus de votre corps qui luttait pour fusionner avec cette énergie. Vous n'êtes plus complètement humain, mais vous n'êtes pas non plus une bête. Vous êtes à l'intersection des deux. Le professeur Laurent m'a regardé. Monsieur Jean-Pierre, cet ours ne fait pas que vous protéger. Il vous cache. Je crois que l'énergie qui a fait tomber nos machines en panne est une sorte de champ de protection. Cette montagne vous protège du monde extérieur avec sa propre énergie. C'est alors que le vieux téléphone satellite du professeur Laurent a sonné. Il a répondu, et j'ai vu son visage changer. Il a juste dit « d'accord » et a raccroché. C'était le docteur Simon. Il avait appelé pour informer le professeur Laurent de son sang miraculeux et de ses plans. Il était en train de former une équipe armée avec des fusils anesthésiants. Il allait revenir pour me capturer et chasser l'ours. Le professeur Laurent m'a regardé. Son visage était blanc. Simon est devenu fou, a-t-il dit. Il n'a pas hésité. Il a pris son téléphone et a appelé le CNRS. Je l'ai entendu faire son rapport. Sa voix était ferme et pleine d'autorité. Rapport. Tous les phénomènes ici s'avèrent être dus à une activité géologique anormale. De petites activités sismiques provoquant une résonance acoustique dans la vallée. Aucun facteur de risque, aucune valeur scientifique. Je demande la fin de la mission sur le terrain et la dissolution de l'équipe. Il mentait, il faisait un rapport contraire à la vérité. Il mettait toute sa carrière en jeu pour me protéger. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Monsieur Jean-Pierre, vous devez partir immédiatement. Simon n'abandonnera pas. Il reviendra, même à titre personnel. Cet endroit n'est plus sûr. J'ai regardé le vieux professeur. Une gratitude infinie m'envahit. Il avait menti pour moi, abandonné la recherche que Simon convoitait tant. Mais j'ai secoué la tête. Merci, professeur. Mais je n'irai nulle part. Pourquoi? Il demandait, surpris. Je suis né dans cette montagne, et ma femme est enterrée sur ce versant. Si je pars, qui protégera cette montagne? Si je m'enfuis, ce ne sera qu'un aveu que je suis une bête. J'ai parlé calmement. Rentrez chez vous, professeur. La montagne s'en chargera. Le professeur Laurent m'a regardé longuement. Il a lu la détermination dans mes yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas me convaincre. Il a soupiré et m'a serré la main. D'accord, vous faites déjà partie de cette montagne. Je vais rentrer. Mais promettez-moi, soyez prudent. Et ça, il m'a donné une vieille radio. Elle ne fonctionne pas avec des piles ordinaires, mais à l'énergie solaire. Laissez-la allumer, et je saurai. Si Simon revient, appelez-moi. Je ferai tout ce que je peux pour l'arrêter. J'ai pris la radio. Le professeur Laurent est reparti. Il a tenu sa promesse. Son rapport a mis fin à toute curiosité officielle. L'équipe de recherche a été dissoute. Le docteur Simon n'est pas revenu. Peut-être avait-il été réprimandé par ses supérieurs à cause du rapport du professeur Laurent, ou peut-être avait-il eu peur. Peur de moi, de cette montagne, de cette énergie que la science ne pouvait pas expliquer. Et 20 ans ont passé. 20 ans.
une longue période, mais pour moi, elle a semblé aussi légère que le vent. Je vivais toujours dans ma grange en pierre, j'avais toujours l'apparence d'un homme de 45 ans. Mes cheveux ne grisonnaient plus, ma santé était la même. Les villageois me respectaient et m'appelaient le sage des Pyrénées. Ils ne me dérangeaient pas, mais ils venaient toujours me voir quand quelque chose n'allait pas. S'ils perdaient une vache, je faisais un tour, et je leur disais où elle se trouvait. S'il y avait une épidémie, j'allais dans la forêt, et je leur disais quelle herbe utiliser. Je suis devenu le protecteur de ce petit village. Ma vie était paisible, une paix que je n'avais jamais osé rêver. Je n'étais plus seul, toute la montagne était mon ami. Parfois, en m'enfonçant dans la forêt profonde, je sentais un regard posé sur moi. L'ombre gigantesque d'une fourrure tachetée passait dans la forêt. Je savais que mon ami était toujours là. Le petit ourson d'autrefois était sans doute devenu le nouveau seigneur des Pyrénées. Ils étaient toujours là, à me protéger, comme je les avais protégés. Le professeur Laurent, à la retraite, venait me voir de temps en temps. Nous sommes devenus de vieux amis. L'un scientifique, l'autre légende, nous buvions le thé ensemble. Il était le seul homme au monde à connaître toute la vérité. 20 ans, j'ai eu 20 ans de paix, un cadeau bien trop grand pour un vieux bûcheron. Cette année-là, j'aurais eu, selon mes calculs, 85 ans, 65 ans du père Jean-Pierre et 20 ans du sage. Mais mon corps était toujours celui d'un homme d'âge mûr. Cependant, récemment, j'ai commencé à sentir un changement. Pas une maladie, pas une douleur. Ma santé était toujours surhumaine, mais je ressentais de la fatigue. Une fatigue paisible, comme un homme qui rentre chez lui pour se reposer après une longue journée de travail au champ. Ce sentiment était étrange. Je n'avais plus faim, je n'avais plus envie de fendre du bois avec la même vigueur qu'avant. Je voulais juste m'asseoir sur le seuil et regarder les nuages passer au-dessus des sommets. Mon sommeil aussi a commencé à changer. Je rêvais souvent. Je rêvais de cette vieille grotte, du blizzard, et de ma femme. Ma femme n'était plus au bord du ruisseau comme avant. Elle était juste là, devant moi, dans cette grange, avec le même sourire doux que dans mes souvenirs. Sans un mot, elle me tendait simplement la main. Je commençais à sentir une attraction, un appel qui ne venait pas de mes oreilles, mais de mon cœur. Il m'attirait vers la montagne, vers la forêt profonde. C'est alors que le professeur Laurent est venu me voir. Il était maintenant très vieux. Il marchait avec une canne, sa démarche était instable, mais son regard était toujours aussi vif. Nous avons bu le thé comme d'habitude. Je l'ai regardé et j'ai dit « Professeur, je crois qu'il est temps pour moi de partir. » La tasse de thé dans sa main trembla. Il me regarda, surpris. « Que voulez-vous dire? Vous êtes en si bonne santé, bien plus en forme que moi, qui suis sur le point de mourir. » J'ai souri, et j'ai posé ma main sur la sienne. Ma main était chaude et forte, la sienne était froide et ridée. Ce corps appartient à la montagne. C'était un cadeau. Mais mon âme doit partir maintenant. Je dois rendre ce cadeau à la montagne. Que voulez-vous dire? J'entends un appel. Mon vieil ami m'appelle. Et ma femme m'attend. Je lui ai parlé de mes rêves et de ma fatigue paisible. Le professeur Laurent est resté silencieux. Il était un scientifique, mais il était celui qui me comprenait le mieux. Il savait que je ne plaisantais pas. « Ce n'est pas la mort, n'est-ce pas ?» a-t-il dit d'une voix tremblante. « C'est un retour. » Oui, ai-je hoché la tête. « C'est un retour. » Le professeur Laurent m'a serré la main. « Que puis-je faire pour vous? Rien n'est nécessaire. Restez simplement ici avec moi. Et quand je serai parti, dites aux villageois de m'emmener dans la montagne, là où je fendais toujours mon bois. Dites-leur de ne pas m'enterrer, de simplement me laisser là. Je veux rester avec la montagne. » Je savais que ce jour était très proche. Quelques jours après le départ du professeur Laurent, j'ai senti cet appel plus clairement que jamais. Je me suis lavé, et j'ai mis mes plus beaux vêtements de toile. Je ne sentais plus la faim, seulement une paix profonde. Je me suis allongé au centre de la pièce, sur la paillasse familière. J'ai fermé les yeux. Je n'entendais plus le bruit du vent. J'entendais la berceuse que me chantait ma femme. Et très loin, du sommet de la montagne, j'ai entendu un grondement. Pas un grondement de colère, mais un grondement bas, chaud et accueillant. J'ai souri. J'y vais maintenant. À la maison. Je suis parti. Mon âme
légère comme une plume, a quitté le corps d'homme d'âge mûr qui m'avait abrité pendant 20 ans. Il n'y avait pas de douleur. Je me suis senti me dissoudre dans l'air, dans la brume du matin, dans l'odeur de pain de cette maison. Ma femme souriait et me tendait la main. Je pouvais enfin la prendre, mais je ne suis pas allé loin. Une partie de moi est restée avec la montagne. J'ai tout vu. Le lendemain matin, j'ai vu mon vieil ami, le professeur Laurent, arriver chez moi en titubant avec sa canne. Nous avions rendez-vous. Il m'a appelé, mais n'ayant pas de réponse, il est entré et m'a trouvé allongé sur la paillasse, l'air de dormir paisiblement. Il n'a pas pleuré. Il est resté là, en silence, pendant un long moment, puis a hoché la tête. « Tu es vraiment parti, mon ami. » Retourné à la montagne, le professeur Laurent a transmis mes dernières volontés aux villageois. Ils n'ont pas été surpris, mais ont montré un profond respect. Il n'y a pas eu de funérailles bruyantes. Les hommes les plus forts du village, ceux que j'avais guéris de maladies et sauvés des glissements de terrain, se sont rassemblés et ont fabriqué un simple brancard en bois. Ils m'ont allongé dessus, vêtu de mes habits de toile. Ils m'ont emmené dans la montagne. Tout le village les suivait. Personne ne pleurait. Ils marchaient dans un silence respectueux. Ils savaient qu'ils n'enterraient pas un homme ordinaire, qu'ils rendaient le fils de la montagne au sein de sa mère. Le vieux et frêle professeur Laurent a suivi, s'appuyant sur sa canne. Son petit-fils devait le soutenir à chaque pas. Il haletait, mais il ne s'est pas arrêté. Il devait voir ce retour de ses propres yeux. Ils m'ont emmené sur le rocher où je m'asseyais toujours pour fendre mon bois, surplombant toute la vallée. Ce matin-là, la neige était éblouissante et l'air pur. Le maire, ce jeune homme qui avait été si choqué de me voir rajeuni, était maintenant vieux lui aussi. Il a joint les mains et a prié. « Sage, reposez en paix, esprit de la montagne, veuillez l'accueillir. » Ils m'ont lentement déposé sur le rocher familier. À l'instant même où mon corps a touché le rocher, l'air s'est soudainement immobilisé. Le chant des oiseaux a cessé, le vent qui soufflait s'est arrêté. Et grrroar, le grondement d'un ours. Un grondement qui a fait trembler le monde, venant du sommet de la montagne. Il n'y avait pas de colère dans ce grondement. Il était bas, profond, un son primordial. La terre a tremblé, et le cœur de tous ceux qui étaient là a semblé s'arrêter. Les villageois, surpris, ont regardé autour d'eux, et le professeur Laurent a murmuré, en tremblant, « Ils sont là. Ils sont vraiment venus te dire au revoir. » Et ils sont apparus, sur la falaise d'en face, de l'autre côté d'un petit vallon, au point le plus élevé, se tenait une vieille ours. Elle était anormalement grande, et sa fourrure tachetée n'était plus jaune, mais blanche. Elle se tenait là, majestueuse comme une reine, et me regardait, ses yeux brillaient d'un jaune profond. Je l'ai reconnue, mon vieil ami, l'ours que j'avais sauvé dans la grotte enneigée il y a 20 ans. Elle était vieille, mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenaient 2 ours adultes. Ils exhibaient leur corps musclé sous le soleil, se tenant fièrement. Le regard de l'un d'eux était particulièrement familier. Le regard qui s'était posé sur moi pour la première fois dans l'obscurité de la grotte. L'ourson que j'avais sauvé était maintenant, aux côtés de sa mère, le nouveau seigneur des Pyrénées. 3 ours, une famille. Ils ne faisaient rien. Ils se tenaient simplement là, en silence, et me regardaient. Le professeur Laurent, d'une main tremblante, a levé son vieil appareil photo. Il devait le prendre. C'était un moment historique. Les villageois, une fois leur peur initiale passée, se sont tous agenouillés. Ils ne s'inclinaient pas devant moi. Ils s'inclinaient devant ce miracle, cette royauté qui se déroulait sous leurs yeux. Les 3 ours sont restés là en silence, puis la vieille ours à la fourrure blanche a levé la tête et a poussé un long grondement. Ce n'était pas une menace, mais un adieu. Un remerciement qui venait du cœur de la forêt profonde. Les 2 jeunes ours ont suivi leur mère, levant la tête et grondant à leur tour. Leur son a résonné dans toute la montagne, comme une musique solennelle et poignante pour dire au revoir à un ami. Le professeur Laurent a appuyé sur le déclencheur. Il a vite regardé la photo et est resté sans voix. Comme il y a 20 ans, l'écran de l'appareil photo n'affichait qu'un écran blanc comme de la neige. Il a ri. Il a ri en pleurant. Il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Jean-Pierre, jusqu'au bout, la montagne te protège. Elle te cache. Ils sont restés là, les ours et les hommes, sous le soleil du matin, silencieux. Quand le grondement a cessé,
La vieille ours m'a regardé une dernière fois, puis s'est retournée et a disparu lentement dans la forêt profonde. Les deux autres ours ont baissé la tête et ont suivi leur mère. Ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais été là. Seul restait le professeur Laurent, les villageois, et moi, souriant paisiblement. Ma vie était ainsi complète. Quelques années plus tard, le professeur Laurent est mort aussi. Il est parti quelques années après moi. Il s'est éteint paisiblement, dit-on. Son petit-fils, le jeune homme qui avait aidé son grand-père à monter dans la montagne, était devenu un expert en technologie. Il a hérité des affaires de son grand-père, dont le vieil appareil photo et une carte mémoire endommagée. Il était curieux de la légende du Seiche des Pyrénées que lui racontait son grand-père. Il a utilisé les dernières technologies de restauration d'images par IA pour essayer de récupérer la dernière photo de la carte. Après plusieurs jours d'efforts, une photo est apparue sur l'écran de l'ordinateur. La photo a été restaurée, mais il n'y avait aucun ours. La photo ne montrait qu'une falaise escarpée enveloppée de brouillard. Elle ne semblait pas différente de centaines d'autres photos de montagne. Il était déçu et s'apprêtait à supprimer la photo. Mais quand il a zoomé sur l'endroit exact où le professeur Laurent avait dit que les trois ours se tenaient, il a retenu son souffle. Il n'y avait pas d'ours, seulement 2 points de lumière jaune. 2 petits points étrangement brillants, flottant dans le brouillard. Il a zoomé encore plus. Ces 2 points de lumière n'étaient pas une erreur de la photo. Ils formaient une courbe douce, comme une paire d'yeux qui sourit.